Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre master pluridisciplinaire. Je vais vous le présenter en deux parties. D'abord le master lui-même, son contenu, le M1, le M2. Et puis dans une deuxième partie, on parlera plus précisément du dossier de candidature qui, j'imagine, est en train de vous occuper en ce moment. Et donc, je retrace le décor, en tout cas, de notre master. Dans le chat, vous trouvez le lien vers la brochure, si vous ne l'avez pas encore eu, où tous les enseignements sont détaillés. Donc, je ne vais pas aller autant dans le détail puisque c'est dans la brochure, mais plutôt vous donner une vue d'ensemble du master. Donc, la spécificité de ce master, c'est que c'est un master pluridisciplinaire. Donc, on va rentrer par les études de genre en allant s'appuyer sur les disciplines existantes. Donc, principalement chez nous, ça va être l'histoire, la sociologie, la psychologie sociale, la géographie et les études cinématographiques. Donc, on est vraiment ancré en sciences humaines. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que bien évidemment, les étudiants et les étudiantes viennent de ces différents profils et donc on a des promotions où on a toutes ces spécialités qui vont se retrouver à travailler ensemble. Pour les personnes qui se destinent à une thèse, ça peut paraître loin, mais si c'est un de vos projets, les personnes ensuite retournent faire leur thèse dans leur discipline d'origine. Il n'y a pas de doctorat études sur le genre, donc voilà, on retourne dans sa discipline. Euh, pour candidater, évidemment, les candidatures qui vont être les plus évidentes, c'est quand on vient des SHS, donc arts, lettres, langues, histoire, sociaux, psycho, mais aussi droit, économie, gestion. On a une forte présence du droit aussi dans ce master. Mais il ne faut pas non plus vous restreindre. On a très souvent des personnes qui viennent du domaine de la santé, qui sont en reprise d'études. Donc des médecins, des kinés, des personnes qui peuvent travailler dans la justice également. Si vous êtes dans ce cas-là, dans l'idée de faire une reprise d'études en ayant déjà un premier parcours, donc là, vous serez dans le cas de la formation continue. Je vais vous mettre dans le chat l'adresse de Marie-Laure Bagnot, qui est la personne qui accompagne les projets de reprise d'études. Donc, c'est vraiment elle qui va pouvoir vous aider, notamment dans la constitution du dossier. Donc voilà l'ambiance dans laquelle vous allez vous trouver au cours de ces 2 années. Il faut savoir que souvent, un cours, c'est une thématique et qu'il va y avoir 4, 5, 6 personnes qui vont intervenir pour avoir justement le point de vue de ces différentes disciplines sur le cours. Donc c'est vraiment un master pluridisciplinaire dans ce sens-là. Alors, les thématiques abordées, en gros, sur les 2 ans. Donc, on a des cours sur le féminisme, l'histoire du féminisme, et donc l'antiféminisme aussi. On a des cours sur la masculinité, des cours sur le corps et le vêtement, des cours sur l'approche coloniale et post-coloniale, sur le discours scientifique et aussi sur la santé. On a un cours spécifique dédié à la violence, un cours sur la discrimination sexiste et LGBT-phobe, et puis on a une série de cours aussi sur l'analyse des séries télévisées et des films. Donc ça, c'est des cours à voilà, contenu thématique. Et puis, à côté de ça, il y a tous les cours à contenu méthodologique avec des ateliers méthodologie de la recherche et avec du temps prévu aussi pour l'échange avec votre directrice de recherche. Donc voilà, on a à la fois la partie disciplinaire où on va vous transmettre ces connaissances et la partie méthodologie de la recherche, méthodologie en sciences humaines et sociales. Alors, la deuxième particularité de ce master, c'est que c'est un master qui est entièrement à distance, ce qui fait aussi son intérêt dans le sens où on a des personnes qui sont inscrites, qui sont partout sur le territoire français, mais aussi hors de France. Donc ça, je pense que c'est un facteur d'attraction. Et puis, nous avons une belle masse critique d'enseignants et d'enseignantes, puisque le master est co-accrédité par 5 universités. Donc, c'est Angers, Rennes 2, Le Mans, Nantes et Brest. Et donc, on travaille ensemble sur ce master. Détail qui n'est pas du tout un détail, élément très important, votre candidature, vous la déposez à l'Université d'Angers. C'est Angers qui centralise, qui est porteuse de ce projet. Alors, entièrement à distance,
comment se passent les cours? Enfin, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons une plateforme de cours. Nous, on travaille avec Moodle. Peut-être vous aviez travaillé avant avec Madoc. Voilà, c'est un environnement numérique de travail. Nous avons la page d'accueil du master avec toutes les informations administratives qui sont nécessaires pour vous. Et puis ensuite, chaque matière a sa page Moodle. Donc les cours peuvent prendre, il y a plusieurs sortes. Il y a des cours qui sont entièrement écrits, mais qui sont donc scénarisés. On va vous amener d'une partie du cours à l'autre. Et puis, il y a des cours qui sont plutôt sous la forme de PowerPoint sonorisé. Donc là, vous allez pouvoir plutôt travailler à l'écoute. De toute manière, les PowerPoint vous sont toujours fournis. Enfin, voilà, ces cours, on les ouvre dès le début du semestre. Au début de chaque semestre. Alors nous, on va vous donner un emploi du temps fictif, semaine par semaine, mais c'est vraiment à chaque personne de s'organiser. Peut-être que certaines personnes vont préférer faire un cours entier d'abord, puis un autre cours. Donc vraiment, le cours est tout de suite à disposition pour que vous puissiez vous organiser. Donc ça, c'est plutôt pour la partie cours magistral. Pour la partie TD, alors ça peut être des lectures qu'on vous demande de faire et très souvent, ce sera des discussions sur les forums. Donc on vous demandera sur un cours précis de venir alimenter un débat sur le forum du cours. Donc c'est comme ça que vous participerez. Donc tout cela, c'est en asynchrone, vous le faites quand vous voulez. Il y a quelques matières, elles sont peu nombreuses, mais on a quelques matières avec des classes virtuelles. Donc ça, les classes virtuelles, c'est synchrone, il faut être là au moment de la classe virtuelle. Donc on a deux cours, on a beaucoup de classes virtuelles et dans ce cas-là, vous pouvez faire une demande de dispense d'assiduité si pour différentes raisons, vous n'êtes pas en mesure d'assister à la classe virtuelle. Donc ça n'est pas un obstacle en tout cas pour l'inscription. Les examens sont également à rendre à distance, soit sous la forme d'écrit, soit sous la forme de capsules vidéo. Et puis, certains cours ont des oraux, donc qui sont en ligne. Donc là, c'est sur prise de rendez-vous. Donc à nouveau, on va s'organiser pour que vous puissiez le faire. Alors, le grand enjeu du travail à distance, ça va être bien sûr de ne pas rester seul, de bien participer à une communauté. Donc pour ça, les forums des cours sont très importants. Il y a aussi des responsables. Donc moi, je suis responsable du master dans son ensemble, mais je suis secondée par 3 responsables d'année qui font des permanences régulières. Donc voilà. Et puis, il y a aussi les délégués qui vont pouvoir être la personne vers qui vous vous tournez. Et puis, les groupes WhatsApp. Hein, chaque promotion a son groupe WhatsApp justement pour créer une solidarité. Alors, entièrement à présentiel, pas tout à fait. On a quand même nos 2 jours de rentrée, entièrement à distanciel, mais on a nos 2 jours de rentrée en présentiel. Ce sont 2 jours de rentrée qui se passent donc cette année à l'Université de Rennes. Donc, ce sera mi-septembre, on n'a pas encore la date arrêtée, ce sera mi-septembre à l'Université de Rennes 2. Donc là, la présence est obligatoire, particulièrement pour la première inscription, puisque c'est vraiment le moment où on va créer, on va faire connaissance, on crée sa promotion, il y a le nom de la promotion qui est choisi à ce moment-là, vous rencontrez certains des enseignants, puis on vous réexplique bien tout clairement. Donc c'est un moment très important. L'année prochaine, en mars, il y aura aussi un colloque optionnel, donc journée d'études colloque, donc qui aura lieu à l'Université d'Angers, où on vous invitera à venir à nouveau pour retrouver vos collègues, mais aussi vos enseignants. C'est un colloque qui est organisé à l'occasion des 10 ans du master, mais ça n'est pas obligatoire. Voilà, là, ce sera vraiment à votre choix selon vos disponibilités. Pour les personnes qui viseraient le master de discrimination, je vais le dire en détail tout à l'heure, mais je le redis, ça c'est un master qui nécessite 2 semaines de présentiel à Rennes en novembre et en février. Donc je reviendrai dessus, j'expliquerai ce qui se passe pendant ces 2 semaines. En termes de langue de travail, ça c'est une question que j'ai beaucoup reçue puisque nous avons en effet 4 UE qui sont en anglais, ce qui est un atout aussi hein, pour vous, puisque vous allez être amené à lire des articles de recherche en anglais.
Donc 2 UE qui portent sur les médias, donc cinéma et télévision, et 2 UE qui portent sur les textes théoriques voilà, des études de genre. Donc on va demander un niveau B2 en anglais. Et donc, il faudra le justifier. Alors, on peut regarder vos notes de bac. En général, c'est ce qu'on fait, hein. On regarde vos notes de bac. Mais bien sûr, si vous avez passé d'autres tests pour attester de votre niveau d'anglais, vous pouvez tout à fait les mettre. Quel temps de travail faut-il prévoir? Ça, c'est une question extrêmement importante. C'est quelque chose à laquelle vous devez penser dans votre dossier de candidature. Il faut aussi nous en parler. C'est un master, vous le faites à temps plein. Donc, on est sur du 35 heures par semaine. Alors, il y a quelques heures de cours, mais il y a aussi beaucoup de travail personnel. Euh, donc, vraiment, en termes d'investissement, c'est exactement comme si vous faisiez un master en présentiel dans une université. Si vous n'êtes pas en capacité de dédier 35 heures parce que vous avez un travail à côté, parce que vous avez une situation de santé ou une situation personnelle, dans ce cas-là, vous pouvez demander tout de suite à faire le master en 2 ans. Donc la première année en général, elle est consacrée à tout ce qui va être les UE disciplinaires, donc toutes les thématiques dont je vous parlais tout à l'heure. Et la deuxième année, elle est consacrée aux stages et aux mémoires. Donc ça, c'est vraiment, nous on insiste pour que vous y réfléchissiez tout de suite. Alors évidemment, les situations peuvent changer et on peut faire des aménagements, mais si vous savez tout de suite que vous n'allez pas pouvoir dédier 35 heures, préparez votre projet sur 2 ans et indiquez-le dans votre lettre de motivation. Pour nous, ça montre que vous avez bien réfléchi à votre investissement et ça nous garantit la faisabilité aussi de votre projet. Puisque notre objectif, quand on sélectionne les étudiants qui seront inclus, qui seront acceptés dans le master, c'est que vous soyez en mesure de réaliser votre projet. Donc, si on vous sélectionne, c'est qu'on pense que votre projet est faisable. Si vous êtes, je pense particulièrement aux personnes qui ont un RQTH, là aussi, on va mettre en place des aménagements, bien sûr, hein, dans l'accès aux cours éventuellement, ou un M1 sur 2 ans. Ça se discute avec les collègues du relais handicap et puis avec les personnes qui s'occupent des aménagements. Alors, je vais passer maintenant à la présentation du M1 et du M2. Et l'articulation entre les M1 et M2 et surtout les questions de mémoire et de stage qui sont des questions importantes. Donc le M1, c'est vraiment le tronc commun. Tout le monde suit le même M1. On pose les bases disciplinaires, on pose les bases méthodologiques. Au cours de ce M1, il y aura un mémoire de recherche à faire où on va vraiment apprendre la méthodologie. Donc, c'est un peu un galop d'essai en tant que chercheuse, hein. C'est la première fois pour beaucoup d'entre vous que vous allez faire un mémoire de recherche. Là, on est sur un mémoire qui fait entre 80 et 100 pages, donc quand même assez important. Et puis, pendant cette première année-là, on va vous demander aussi de faire un stage entre 2 et 4 semaines dans un métier en lien avec l'égalité. Et il y aura un rapport de stage à faire. Donc ça, c'est sur le M1. Donc c'est pareil, hein, ne sous-estimez pas l'investissement pour le mémoire, c'est un gros investissement. Donc voilà, vérifiez aussi quand vous présentez, là vous êtes certainement en train de constituer votre présentation de projet de recherche. Donc réfléchissez à un projet de recherche qui est faisable en 1 an. Voilà, ça c'est très important, ne soyez pas non plus trop ambitieux, choisissez quelque chose qui soit faisable. Ensuite, en M2, nous avons 2 parcours. Nous avons le parcours corps et biopolitique qui va plutôt être orienté recherche, donc qui est plutôt pour des personnes qui envisageraient une thèse, et le parcours discrimination où il y a moins d'heures de cours théoriques, mais plus d'heures de pratique avec un stage. Donc je vais revenir sur le premier parcours corps et biopolitique. Donc on est plus orienté recherche, on continue le disciplinaire, on continue la méthodologie. Et ici, il y a un mémoire de recherche de 100 à 150 pages. Si vous voulez bien couper votre micro, merci beaucoup. Donc, un mémoire de recherche de 100 à 150 pages. Et là, ben, c'est la deuxième année. Donc, on veut une analyse fine. La méthodologie, elle doit être maîtrisée. Le projet, il doit être abouti. Donc, en général, ce Master 2 ce mémoire de Master 2 se situe dans la lignée du mémoire de Master 1.
En général, on poursuit, on renforce. Mais ça arrive que voilà, on a fait son mémoire de Master 1 et puis on en a marre, on n'en peut plus. Il y a un autre sujet qui nous a attiré, notre projet a changé. On a le droit tout à fait de changer pour le Master 2. Donc voilà, il n'y a pas de, vous engagez pas nécessairement pour 2 ans parce que c'est un master qui fait beaucoup évoluer, parce qu'évidemment, ça touche à des questions personnelles, des questions d'investissement, des visions de la société. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'évolution entre le M1 et le M2. Voilà. Et donc, le débouché, c'est vraiment plutôt d'aller vers le doctorat. Et du coup, il n'y a pas de stage. Il n'y a pas de stage en Master 2, corps et biopolitique. Pour le master discrimination, je vous l'ai dit, là, on est plutôt sur quelque chose de professionnalisant à court terme. On est plutôt sur une recherche immédiate de poste, par exemple, de chargé de mission et égalité. Donc là, il y a un stage long qui est de 450 heures, ce qui fait à peu près 3 mois. Donc là, on est vraiment déjà sur une orientation plus concrète avec donc un rapport de stage. Mais il y a également un mémoire. C'est un mémoire de recherche professionnelle qui fait lui aussi une centaine de pages. Mais à la différence du mémoire purement recherche, ici, l'idée, c'est d'analyser votre pratique professionnelle, de mettre en lien, par exemple, ce que vous observez en stage avec les outils théoriques que vous avez appris dans votre master. Vous pouvez même, à la fin de ce M2, faire des préconisations sur le secteur, par exemple, sur lequel vous travaillez. Donc, on a ces deux orientations qui ne sont pas du tout à choisir maintenant dès la candidature en M1. Peut-être que certaines d'entre vous, là, en ce moment, pensent candidater directement en M2. Donc, c'est tout à fait possible hein, si vous avez déjà un M1. En général, ce qu'on recommande, c'est de candidater à la fois au M1 et au M2 si vous êtes dans cette situation. Parce que, voilà, je vous expliquerai, mais pour nous, quand on arrive directement au M2, il faut déjà quand même avoir des fondations très solides en études de genre. Donc, on préfère que vous repreniez en M1 pour ensuite faire un bon M2 derrière. Alors, les débouchés, donc les débouchés en général, pour le corps et biopolitique, donc les métiers de la recherche, on l'a dit aussi, les métiers du journalisme. Et puis pour les deux Master 2, ça va être beaucoup des chargés de mission égalité, soit dans le public, soit dans le privé. La possibilité d'aller intégrer des structures existantes, mais des associations, mais aussi des ONG. Et puis, certaines personnes vont ensuite devenir formatrices sur les questions d'égalité et de genre ou créatrices de contenu comme des podcasts, par exemple. Voilà. Pour les personnes qui sont déjà en poste, très souvent, ça va être la possibilité d'évoluer dans le poste, de donner une coloration genre au poste qu'il ou elle. Donc voilà pour la présentation du master. J'ai essayé d'être assez synthétique à nouveau, comme vous avez la brochure. Cédric, on peut peut-être faire une première petite pause s'il y a des questions par rapport à cette première présentation. Il y avait des questions sur l'organisation en fait du temps de travail quand on est salarié à côté, qu'on souhaite faire le master en 2 ans. Donc, est-ce qu'on décide dès le début du master 1 de faire le master 1 en 2 ans ou on peut attendre de voir ce qui se décide? D'accord, bah, je vais répondre tout de suite à Ouais. celle-là. Si vous Et, êt salarié, tu as une deuxième qui est proche, c'est ça? et en fait, même question pour le master 2. Et même question pour le Master 2. OK. Alors, si vous avez une activité salariée, pour que ce soit faisable, il faut partir tout de suite sur l'idée que vous allez faire votre M1 en 2 ans. Parce que l'investissement qui est demandé est vraiment important. Et quand on a une activité salariée, pour peu qu'on ait aussi une vie personnelle à côté, et je pense qu'on a à peu près tous une vie personnelle, et aussi le besoin d'avoir des moments de repos, l'idée n'est pas de démarrer, de se cramer au bout de 2 mois et de devoir arrêter. Donc vraiment, je vous encourage à avoir une vision réaliste de ce qui est possible pour vous. Il faut que vous puissiez travailler un peu tous les jours, même pas beaucoup, mais quand même un peu tous les jours. Donc vraiment, si vous avez une activité salariée, partez sur le M1 en 2 ans ou sur le M2 en 2 ans. C'est très très important parce qu'évidemment, pour vous,
C'est pas la même chose de se projeter sur 2 ans d'études ou 4 ans d'études, mais parfois le fait de faire ce master en 4 ans va permettre que vous l'ayez dans des bonnes conditions et que vous restiez en bonne santé. Ça, c'est le sujet aussi de la santé de nos étudiants et nos étudiantes est très important pour nous. Donc, la faisabilité, c'est aussi que vous puissiez faire ce master tout en étant bien. Vraiment, pensez-le et sachez que beaucoup des personnes inscrites dans ce master, font chaque année en 2 ans. C'est vraiment très, très courant, et c'est pour ça que nous le proposons, hem, parce que nous avons beaucoup de personnes qui, pour des raisons de santé ou pour des raisons professionnelles, ne sont pas en mesure de le faire en 1 an et c'est pas grave et voilà, ça pose aucun problème. Et on peut faire son M1 en 1 an si on arrête provisoirement de travailler et le M2 en 2 ans si on reprend à travailler pour des questions financières. Tout à fait, tout à fait. Si on fait le M1 en 2 ans, le stage, on le fait quand? La première année, la deuxième année? Alors nous, on encourage de le faire plutôt la deuxième année. Comme ça, la première année, c'est vraiment celle où on va, même voilà, en termes d'organisation, dans sa tête, la première année, on fait tous les partiels. Voilà. Et puis la deuxième, le stage et le mémoire. Donc c'est vraiment ce qu'on conseille, oui. Ok. Le lieu de stage, est-ce Le que, concernant le lieu de stage, puisqu'on parlait du stage, est-ce qu'on le Oui. fait, est-ce que c'est intéressant de le faire au même endroit en première et en deuxième année? C'est mieux de Non, changer? ouais, c'est mieux de changer. C'est mieux de changer. Heu Voilà, de diversifier, de même peut-être que vous allez faire plusieurs stages. Là, on vous dit, de faire 2 à 4 semaines, mais peut-être que vous seriez intéressé de faire 2 semaines dans un endroit, 2 semaines dans un autre. Voilà, l'idée du stage, c'est vraiment de se saisir, de cette opportunité, d'avoir ce statut qui vous permet de faire des stages pour aller découvrir différents endroits où vous pourriez travailler, tant dans le public que dans le privé et vous faire une idée, de là, affiner votre projet professionnel, quoi. Oui, et donc, est-ce que c'est pertinent de faire un stage dans le lieu dans lequel on travaille déjà? Alors, non, c'est pas pertinent. Par contre, il nous arrive parfois alors ça, c'est une discussion qu'on a avec la collègue, qui est responsable des stages, mais en effet, parfois, les personnes travaillent déjà dans ce milieu, et donc on peut faire, comme une validation des acquis, en fait, dans ce cas-là. C'est vraiment au cas par cas. Mais si vous travaillez déjà dans le milieu des études de genre, oui, il y a aussi des personnes, par exemple, qui vont faire un service civique et ce service civique, va valoir pour nous, comme si c'était un stage. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui s'affine et bah, justement au moment de la rentrée, quand vous avez votre première réunion avec la responsable des stages, c'est là que vous allez pouvoir, affiner exactement quelle va être votre stratégie. Et je vois la question, on ne peut pas faire une alternance. On va faire une alternance, donc ça c'est réglé. Après, il y a pas mal de questions sur ce qui est attendu en fait en termes de candidature, mais vous allez peut-être en parler. Voilà, ça va être la deuxième partie, Eh ben, je vous propose qu'on y aille. Et de puis passer. voilà. Oui, voilà. Puisqu'en Ouais, fait, il y avait une question sur le stage, notamment sur les 3 mois de stage. oui. Est-ce qu'on peut le faire dans l'endroit où je travaille? C'est une personne qui est enseignante dans un lycée. Alors non, du coup, pour nous, ça correspond pas. Il faut vraiment que ce soit, en lien spécifiquement avec les études de genre. Donc c'est vraiment D'accord. plutôt dans des missions égalité, hommes-femmes, dans des associations, de droits des personnes LGBT, donc le lycée, ça marche pas. D'accord. Et si on choisit le parcours corps et biopolitique, donc celui qui est plus axé vers la recherche, est-ce qu'on peut quand même faire un stage en M2? Heu, Administrativement, vous pouvez puisque vous avez le statut étudiant. Donc nous, on ne demande pas de stage, mais si vous avez envie d'aller découvrir un milieu, 1 semaine, 2 semaines, administrativement, on peut vous signer les papiers vous permettant de faire ce stage. Mais ça n'est pas une demande que nous avons. Je vous laisse poursuivre sur la Ouais, partie des attendus, des d'accord. candidatures, etc. Et puis, s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, eh bien, je vous rappelle que vous aurez la possibilité de poser les questions en direct à la fin de l'intervention. Alors donc, j'imagine donc que vous êtes dans le dossier, donc on va être, très concret maintenant. Évidemment, bon, vous le savez, la compétition est rude, hein. On a entre 200 et 300 candidatures. On a 40 places en première année, 40 places en deuxième année.
Donc, je vais vous donner des éléments pour vous permettre de rendre votre candidature la plus claire possible et la plus convaincante possible. Donc, vous avez un certain nombre de pièces. Vous avez, je relis là ce qui est dans la brochure, hein, donc j'imagine que vous avez commencé à préparer. Donc, le curriculum vitae, dans lequel vous montrez bien, hein, vous faites un CV bien adapté à ce à quoi vous candidatez, donc mettez bien en avant les études de genre. C'est important que le CV il soit bien lisible aussi, donc soignez la présentation de votre CV. Vous avez pour le côté administratif les attestations de vos expériences professionnelles, les relevés de notes au bac L1, L2, L3, vos diplômes, tout ce que vous avez sur le niveau d'anglais pour nous garantir que vous avez bien le niveau. Et puis nous, on va travailler aussi sur la lettre de motivation. Alors, je relis au cas où vous ne l'auriez pas lu. Donc, la lettre de motivation précisant le projet personnel et professionnel et la façon dont l'étudiant envisage d'organiser son temps pour suivre une formation comportant une douzaine d'heures de cours par semaine, ainsi que la réalisation du mémoire de recherche, donc la lettre de motivation, et puis le projet de recherche. Alors, je vais revenir sur les 3 éléments importants. La première, vos bulletins de notes. Pour nous, c'est très important parce que c'est ce qui va nous garantir que vous avez une solide base en sciences humaines et sociales. Donc évidemment, on va aller regarder vos notes. Ça, c'est important. Euh, euh, Nous, notre question, si vous êtes refusé, ça peut être parce qu'on considère que ça ne va pas être faisable pour vous. Nous, on sait que le niveau d'attente élevé que nous avons, et donc, si on voit que vos notes sont un petit peu trop fragiles, on ne va pas vous prendre tout simplement parce que on se dit que vous n'allez pas tenir le coup et qu'on préfère que vous alliez dans une formation qui fonctionnera mieux pour vous. Donc, notre idée aussi, c'est pas de vous retenir pour que après ce soit compliqué. Donc, si on vous retient, c'est qu'on pense voilà, que vous allez pouvoir, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien votre projet. Alors, la lettre de motivation, en général, vous êtes convaincant sur votre intérêt pour les études de genre, puisque vous avez choisi de candidater à un master pointu. Ce qu'on a envie de voir, c'est comment vous vous projetez dans ce master. Donc, qu'est-ce qui vous a amené aux études de genre? Pourquoi vous avez choisi de candidater dans ce master? Quels sont vos projets après? Où est-ce que ce master se situe un peu dans votre projet de vie? Qu'est-ce que vous allez en faire? Et puis ensuite, il y a toute la partie très concrète. Quelle est votre situation? Comment vous allez vous organiser? Combien de temps vous pouvez dédier au master? En fait, il faut nous convaincre à la fois que vous êtes motivé, mais aussi que c'est possible pour vous. Donc, c'est toujours la faisabilité de votre projet. Voilà, donc évidemment, il faut éviter les lettres très générales du genre je me suis toujours intéressée aux questions féministes et votre master est très intéressant. Ne nous parlez pas de nous, on sait qu'il est intéressant notre master, on a travaillé pour qu'il le soit. Parlez-nous de vous, comment vous allez vous insérer dans ce master. C'est vraiment ça qui va nous permettre aussi de faire connaissance avec vous et de se dire, ah bah oui, cette personne, voilà, elle a complètement sa place. Donc vraiment, je vous encourage, je vous encourage à ne pas faire cette lettre par intelligence artificielle, mais à la faire vous-même. Voilà, puisque nous, c'est vraiment vous qu'on veut entendre et déjà sentir dans cette lettre. Alors ensuite, ce qui détermine vraiment, ça va être le projet de recherche, et c'est vraiment ça qu'il faut soigner, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer. Donc, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder votre problématique. Est-ce que vous avez la capacité de vous poser des questions, de prendre un recul critique? On sait bien que c'est un projet un premier projet que vous nous présentez, hein, on est tout à fait. Mais est-ce que déjà on sent que vous pouvez prendre ce recul critique, c'est-à-dire que vous avez bien intégré tout ce que vous avez appris dans votre formation en licence, toutes les méthodologies. Ensuite, deuxième aspect qu'on va aller regarder, c'est la bibliographie. Est-ce que vous avez fait vos recherches sérieusement? Est-ce que vous avez commencé à lire les sujets? À nouveau, faire une bibliographie par l'intelligence artificielle, pour nous, ça n'a aucun intérêt. On veut que vous ayez sélectionné. Et puis, est-ce que vous mobilisez ça? Est-ce que vous dites, ben, je veux étudier ça à la lumière de ce concept développé par machin? Là, on sait que vous avez lu machin.
Voilà. Donc, à chaque fois, vous liez ce que vous voulez faire avec ces sources bibliographiques. Ce n'est pas juste une bibliographie posée comme ça, c'est vraiment comment je vais l'utiliser. À nouveau, ça nous permet de voir que vous êtes déjà dans la dynamique d'avoir commencé vos recherches. Ensuite, autre point important, la méthodologie. Et là, il faut être très concret. Voilà, demain, je commence ces recherches. Donc, est-ce que j'ai des entretiens? Ok, si c'est basé sur ces entretiens, j'en veux combien? C'est qui? Comment je trouve les personnes enquêtées? Où est-ce que je vais les faire? Là, c'est plutôt si vous êtes en sociologie. Si vous êtes en histoire, par exemple, ou en droit, est-ce que je vais étudier des archives? Est-ce que je vais étudier des textes réglementaires? Où est-ce que je vais les trouver? Vous pouvez nous dire, voilà, dans telle bibliothèque, dans telle ville, il y a tel fonds d'archives et c'est celui-là que je vais étudier. Nous, en gros, on veut se dire, c'est bon, au 20 septembre, après la rentrée, vous êtes prêts, vous pouvez tout de suite commencer votre enquête ou votre recherche en archives. Donc, à nouveau, ça, c'est très, très important. Cette méthodologie, elle doit être aussi réaliste. Peut-être que vous voulez interviewer 150 personnes sur la façon dont elles perçoivent tel type de cinéma. Bon, bah, c'est pas du tout faisable. Il faut les trouver, les 150 personnes, et puis travailler sur la façon dont elles perçoivent ce cinéma. C'est beaucoup trop flou. Donc, il faut penser aussi à quelque chose de faisable. D'accord? Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il faut être vraiment très concret. On ne va pas proposer de faire une pièce montée si tout ce qu'on sait faire, c'est du gâteau yaourt. Si vous faites un gâteau yaourt en première année, on sera super content. Voilà. Donc, mais si vous n'avez pas de yaourt chez vous, proposez pas de gâteau yaourt. Voyez? C'est-à-dire qu'il faut bien, ben, on va proposer autre chose. On va proposer une génoise, je ne sais pas, ou ce que vous voulez, ou des muffins. Mais en tout cas, c'est la faisabilité. C'est ça qu'il faut regarder. Et puis, il y a un dernier aspect quand même qu'on regarde, hein, qui est très important, c'est est-ce que vous avez obtenu l'accord d'un ou d'une directrice de mémoire? Alors, évidemment, si vous l'avez obtenu, c'est favorable tout de suite, ça aide en tout cas votre candidature, hein. Alors, pourquoi c'est important? D'abord, ça nous montre votre motivation. La liste, vous avez dû la voir, hein, à la fin de la brochure, vous avez la liste de tous les enseignants-chercheurs qui encadrent pour notre master. Donc, ça nous montre que vous êtes motivé parce que vous avez certainement écrit à 5 personnes qui vous aient répondu non et la 6e personne a dit oui. Dans votre lettre de candidature, vous pouvez dire j'ai contacté machin, 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 qui m'ont dit non. Mais déjà, on sait que vous avez commencé la démarche. Et si quelqu'un vous dit oui, c'est intéressant parce que pour vous, vous voyez que votre projet, il est quand même viable, il suscite de l'intérêt. Peut-être même cette personne vous a fait un retour sur ce projet qui vous permet déjà de l'améliorer. Donc c'est extrêmement important et c'est vrai que pour nous, bah, si vous avez déjà réussi à convaincre quelqu'un de vous dire oui pour vous encadrer, c'est que vous êtes déjà dans une démarche où ça va être faisable. Donc ça vraiment, vous avez encore un petit peu de temps pour contacter des directrices. Donc, allez-y, c'est vraiment important de faire cette démarche. Pour les personnes qui seraient en formation continue, donc en reprise d'études, c'est important aussi de nous dire si vous avez obtenu un financement ou non, puisqu'on sait à quel point c'est difficile d'obtenir un financement. Donc, voilà, pour nous, c'est important de savoir si dans votre projet, c'est maintenant ou jamais, ou si c'est un projet qui peut être décalé, hein. Des fois, on n'est pas pris à sa première candidature, puis on va être pris à la deuxième candidature. Voilà, je rappelle les dates pour les candidatures de M1 qui se font donc sur mon master à l'Université d'Angers, c'est jusqu'au 16 mars. Et pour les Master 2, c'est sur e-candidat sur le site de l'Université d'Angers et c'est du 30 mars au 24 avril. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire de mon côté, mais je vais répondre maintenant à vos questions. Cédric, tu disais qu'il y avait pas mal de questions sur ce dossier de candidature. Oui, bah, je pense que vous avez répondu à la plupart, mais il y a quand même des demandes de précision. Ouais, Notamment, vous avez parlé des notes et des bulletins de notes. ouais. Comment ça se passe pour les gens qui sont en reprise d'études, en formation continue, dont les bulletins commencent à jaunir? Que les bulletins aient jauni, c'est pas très grave, mais il faut les mettre. Administrativement, il faut les mettre.
Y compris, alors évidemment, ça fait un peu bizarre, mais y compris les notes de bac. Alors, si vous avez passé votre bac il y a 15 ou 20 ans, c'est sûr. Mais administrativement, on a besoin de ces documents. Ensuite, on se doute bien qu'entre le moment où vous avez obtenu votre licence et le moment actuel, vous avez développé plein de compétences. Et ça va vraiment être le rôle de la lettre de motivation, d'expliquer tout ce que vous avez acquis depuis votre licence et comment ce que vous avez acquis va pouvoir être mobilisé pour suivre ce master. Mais il nous faut quand même les papiers administratifs. Et justement, sur la lettre de motivation, c'est quelle taille cette lettre et le projet de mémoire? Le projet de mémoire, c'est 800 mots, je crois. Voilà, hein, alors, le projet de mémoire, c'est 800 mots et sur la lettre de motivation, 400 à 800 mots. Donc Donc plutôt 400 à 800 800 mots mots, pour hein, la ouais. lettre de motivation et 800 mots pour le projet de Ouais. mémoire. Donc moi, je vous encourage à faire 800 mots pour les deux, comme ça vous pouvez bien. Tout ce qui nous donne des éléments pour vous connaître et comprendre votre projet, ça aide votre candidature. Et dans les 800 mots sur le projet de recherche, ça inclut la bibliographie. Dans les faits, la bibliographie, comme je l'expliquais, cette bibliographie, on veut qu'elle soit utilisée. C'est-à-dire que vous allez faire un paragraphe, vous allez expliquer vos sources, et donc ce paragraphe, il est rédigé. Donc il n'y a pas une bibliographie au sens déposez pas une liste. Vous expliquez comment vous utilisez ces autorismes. Je reviens un instant sur... il y a pas mal de questions autour du niveau d'anglais, Oui. avec des gens qui sont en reprise d'études, etc. euh, et qui n'ont pas forcément en fait la preuve de leur niveau d'anglais, ou alors qui ont déjà travaillé dans un milieu anglophone et puis mais qui n'ont pas forcément cette preuve. Est-ce que ça suffit? Comment ça se passe pour eux? Faut l'expliquer. Faut l'expliquer dans la lettre de motivation. Nous, comme je disais, on va se baser sur vos notes au bac. Nous, on demande un niveau B2, donc ça veut dire que vous devez être capable de suivre un cours en anglais. Alors après, mes collègues et moi-même, on parle quand même assez lentement. Puis c'est des cours que vous pouvez vous repasser, hein, puisqu'ils sont en vidéo, vous avez le support écrit. Dans mes matières sur le cinéma, le devoir final peut être en français ou en anglais, parce qu'on ne veut pas que justement ça pénalise. Et puis vous avez un cours sur les textes théoriques en anglais, donc ça veut dire qu'il faut essayer de lire en anglais, c'est ça qu'on va attendre. Et ça, vraiment, on insiste là-dessus parce que, évidemment, dans les études de genre, on sait que principalement les États-Unis sont en avant-garde ou ont été en avant-garde sur ces questions. Donc, vous allez être amené parfois à avoir besoin de travailler sur des textes théoriques qui n'ont pas encore été traduits en français. Donc, voilà, en général, donc le niveau B2, c'est surtout être capable de lire à votre rythme, hein, puisque vous travaillez chez vous, et être capable d'écouter un cours en anglais. Et c'est des cours, je le redis, hein, ce sont les cours qui sont en anglais sont pour beaucoup basés sur l'analyse de films et de séries télévisées, c'est-à-dire basés sur une culture que vous avez déjà et sur des supports qui sont visuels. Donc en général, ça aide beaucoup à suivre ces cours-là. Avant de rédiger le projet de recherche, est-ce qu'on peut avoir accès aux mémoires des années précédentes? Non, pas pour l'instant. Après, vous pouvez faire une recherche sur le... Alors, nous, on n'a pas d'endroit dédié, mais à partir de ce qu'on a de Dune, qui est un accès, donc Dune comme une dune, euh, qui est accès par la bibliothèque de l'Université d'Angers. Là, vous pouvez taper quelques mots-clés et voir les mémoires qui ont été réalisées. Donc ça, c'est une bonne idée, donc par Dune, d'aller regarder. Je mets le lien en même temps Merci beaucoup. Merci dans beaucoup. la conversation d'une qui est l'outil qui recense tous les mémoires qui sont réalisés à l'Université d'Angers, en fait. Mhm. Voilà. Il faut que je m'y retrouve maintenant. Oui, toujours concernant le mémoire, vous nous avez dit d'identifier en fait un directeur ou une directrice de recherche pour la suite. Si moi je suis sociologue, est-ce que je prends un sociologue ou je peux bifurquer et aller solliciter un historien,
un, un Juriste, économiste, ouais, un ouais, ouais. juriste. Ouais. Complètement, vous pouvez bifurquer. Là, vraiment, l'idée, c'est que ces 2 années-là, vous n'êtes plus liés par ce que vous aviez fait. Il y a pas mal de personnes, par exemple, qui viennent de sociologie, qui ont envie de découvrir l'histoire et du coup, qui vont faire un mémoire. Ça va leur permettre de faire un mémoire, par exemple, avec un historien, une historienne, d'acquérir des méthodologies que ces personnes n'avaient pas avant. Et peut-être que ces personnes retourneront vers une thèse en sociologie ou en psychologie, mais avec un nouveau bagage. Donc, ça, c'est vraiment un choix personnel. Est-ce que j'aime ma discipline d'origine et je veux continuer dans cette discipline ou est-ce que je veux découvrir une autre discipline? Et puis, il peut y avoir des sujets qui touchent à plusieurs disciplines. Donc, vous pouvez choisir votre directrice soit par rapport à en effet, sa discipline, soit par rapport à ses objets de recherche. Il n'y a pas la liste des enseignants, parce que j'imagine qu'on peut aussi aller solliciter les enseignants du master, mais elle n'est pas C'est présente sur la brochure. c'est exactement la même liste que les directrices. La D'accord. liste des directrices comprend la liste des enseignants, D'accord. mais la dépasse aussi puisqu'on a des collègues qui n'enseignent pas dans le master, mais qui acceptent de diriger. Je suis en train de lire la question Mais de Lisa, qui a priori, on vient d'y répondre. Il y avait des questions que nous avons laissées en suspens. Enfin, il y a d'autres demandes de précision qui sont venues sur le stage. oui, Alors, est-ce qu'on doit faire un stage en lien avec les études sur le genre ou, oui. ou en lien avec notre sujet de mémoire? Eh bien, normalement, le sujet de mémoire est en lien avec les études sur le genre. Donc là, l'idée, c'est de passer 2 années immergées complètement dans les études sur le genre. Donc le stage, le mémoire, les cours, tout est autour de questions de genre. Des questions de genre, on est d'accord que c'est hyper large. Donc ça peut être tout ce qui va être autour du féminisme, tout ce qui va être autour de la masculinité, tout ce qui va être genre et santé, genre et handicap, mais tout ce qui va être aussi LGBT, queer, enfin voilà, on est d'accord que c'est extrêmement large. On a des gens qui travaillent par exemple lors d'un festival, quand on a un stand de sensibilisation aux possibles violences sexuelles et sexistes, voilà, lors d'un festival. On a des gens qui vont travailler sur les sages-femmes à l'hôpital. Donc c'est quand même très très large et bien sûr l'idée c'est de trouver un stage. Alors soit le stage vous aide par rapport à votre mémoire, soit ben, soyons réalistes, c'est très dur de trouver un stage. Donc peut-être vous allez trouver un stage qui n'a pas de rapport avec votre mémoire, c'est pas grave, mais il faut que ça ait un rapport avec les études de genre. Vous pouvez nous rappeler la durée du stage? Enfin, la durée Alors, des stages. alors en M1 on est sur un stage de 2 à 4 semaines. D'accord, et en M2 pour le... Et en M2, donc corps et biopolitique, il n'y a pas de stage. Et discrimination, on est sur 3 mois, D'ac- 450 heures, qui peut être divisé en plusieurs stages. D'accord, on peut le faire en plusieurs fois et en plusieurs stages. Parce qu'il y avait Tout une à fait. question par rapport à ça. Oui, oui, tout à fait. D'autant plus que, il y a la difficulté aussi de trouver un stage alors qu'on est en période de réduction des budgets étatiques. Donc voilà, on est assez souple là-dessus. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des personnes qui font des services civiques qui sont leur façon de trouver un stage long, enfin l'équivalent d'un stage long. Alors, autre petite question hyper précise, quel est le coût de la première année si on le fait en formation continue? Eh bien, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que les coûts sont actualisés régulièrement et c'est pour ça qu'il faut contacter Marie-Laure Bagnot qui, par rapport à votre situation spécifique, sera en mesure de vous répondre parce que ça dépend vraiment de votre situation. Je remets son mail dans Merci. la conversation. Alors, c'est un master à distance. Oui, Vous avez dit qu'on doit candidater à Angers, oui. mais est-ce qu'on a accès à une bibliothèque en ligne pour avoir les mêmes Alors, ressources ou il y a une autre solution qui existe que vous allez nous expliquer? tout à fait. Donc, vous êtes inscrit et inscrite à l'Université d'Angers. Vous avez donc accès à la BU d'Angers. Vous aurez votre carte d'étudiant et d'étudiante et vous avez accès à toutes les ressources à distance. Et maintenant, il y a beaucoup de ressources à distance. Mais ensuite, vous avez une inscription secondaire dans une des 4 autres universités. Donc, par exemple, vous habitez Le Mans.
vous souhaitez avoir accès à la bibliothèque du Mans parce que vous voulez aller y travailler. Dans ce cas-là, moi, il y a un moment de l'année assez tôt où je dis que souhaitez-vous comme deuxième inscription? Vous pouvez demander donc d'être en deuxième inscription au Mans. Et dans ce cas-là, vous aurez votre carte d'étudiant et d'étudiante. Mais de toute manière, sachez aussi, si vous habitez dans le sud de la France, dans le nord de la France, que vous êtes bien loin de nos 5 universités, normalement, vous avez accès au BU local. Vous pouvez faire des cartes de lectrice dans les BU près de chez vous. Mais en tout cas, vous avez au minimum accès à la BU et aux ressources en ligne de 2 des 5 universités partenaires. Sur les notes, il y a quelques inquiétudes. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on sait en moyenne quelles sont les notes attendues pour être acceptées? Alors, si vous avez moins de 12 de moyenne à votre licence, on commencera à s'inquiéter. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le bulletin en détail pour voir dans le socle fondamental de votre discipline. Donc, on ne va pas aller regarder la deuxième langue, voilà, les CGS, on va aller regarder le socle fondamental, comment vous vous débrouillez. Mais D'accord. c'est sûr que, ouais, Et pour vas-y. les notes plus anciennes, par exemple, si on a fait une classe prépa où, a priori, on était moins bien noté, est-ce que vous en tenez compte? Oui, ben, on est tout à fait au courant des systèmes de notation dans les classes prépa, donc évidemment qu'on en tient compte, oui. Mais a priori, après la classe prépa, il y a eu une licence, donc voilà, ça nous permet aussi de... Quelques questions sur l'après-formation. Est-ce que, quels sont les métiers concrètement qu'on peut exercer après un M2, par exemple auprès d'associations ou dans les ONG? Tout à fait. Bah, ça va être tous les métiers. Alors, dans les associations, souvent, ça va être dans des associations directement liées aux questions de genre. Donc, si vous êtes, je pense aux associations, mais aussi à ce qui va être, par exemple, toutes les questions autour des femmes battues, bah, vous allez pouvoir aller travailler dans ce genre d'association, dans l'administratif et dans l'animation de ces associations du fait de votre formation. Euh, Récemment, par exemple, on a reçu des personnes qui sortaient du master qui travaillent à HF, qui est donc une association voilà, qui défend l'égalité homme-femme dans le monde du spectacle. Donc ça va être beaucoup vers ces associations-là. Et puis ensuite, tout ce qui va être mission égalité. Donc dans le public comme dans le privé, ça va être beaucoup là que les personnes vont s'orienter. Et vous avez parlé aussi d'exemples, enfin de journalisme tout à l'heure. Est-ce que vous avez des exemples de gens qui sont passés par le master et qui ont fait une carrière dans le journalisme? Non, là, j'en ai pas en tête. Moi, c'est que la deuxième année où je dirige ce master. Donc, c'est vrai que j'ai pas la vue profonde sur les 10 ans. Nous avons, le master a une page LinkedIn, donc je pense que si vous allez sur cette page, vous devez pouvoir aller regarder un petit peu nos anciens étudiants qui se sont connectés aussi. Euh, et c'est pour ça aussi que les stages sont vraiment importants et je pense notamment dans le cadre du master de discrimination. Donc, je vous disais, il y a 2 semaines de présence obligatoire à Rennes dans le master de discrimination, parce que c'est 2 semaines où vous venez à Rennes rencontrer des professionnels du secteur, des métiers de l'égalité. Donc ça, c'est vraiment des rencontres qui vont être capitales justement pour concrétiser un peu qu'est-ce que ça peut être les métiers dans ce domaine. Et puis les stages sont aussi l'occasion de vraiment concrétiser. Peut-être que vous partez avec une idée au début du M1 et puis vous découvrez certains métiers et du coup, ça va vous amener vers là. Donc là, le mémoire de master discrimination, par exemple, en ce moment, je suis une personne qui a envie d'aller travailler dans le milieu du journalisme. Donc, en fait, son mémoire professionnel porte sur le milieu du féminisme et du journalisme. Donc, en général, le mémoire professionnel, c'est déjà une enquête dans le milieu, ce qui vous amène à interviewer des gens, ce qui vous amène à faire du réseau pour vous ouvrir des opportunités par la suite. Donc là, c'est très stratégique, les sujets de mémoire aussi. Et ça, c'est quelque chose à discuter avec vos directrices. Où est-ce que vous voulez aller et du coup, comment on conçoit le sujet de mémoire pour permettre ensuite votre projet professionnel. Anna, elle a une question, mais on y a déjà un peu répondu en première partie. Est-ce que c'est possible de candidater directement en Master 2 pour pouvoir Alors, faire une thèse ensuite, c'est même si, possible. Ouais, même si le Master 1 qu'on a fait, parce qu'en fait, elle a déjà deux masters, ouais.
mais qui ne sont pas en lien direct avec les études sur le genre. Est-ce qu'elle peut quand même candidater en M2 en sachant qu'elle a travaillé déjà dans des milieux en lien avec le genre? Voilà. Alors, bon, donc dans tous les cas, moi je dis candidater en M1 aussi, si vraiment vous voulez faire ça. Pour le M2, en effet, là, il va falloir, dans la lettre de motivation et dans le CV, justifier d'une expérience dans le domaine du genre. Et on accepte hein, régulièrement des personnes en M2 qui ont déjà des M1 ou des M2 ailleurs, mais à chaque fois, il faut vraiment, ça peut être, ça peut être une expérience professionnelle, mais ça peut être une expérience associative, hein, si depuis des années vous êtes impliqué dans une association pour les droits des personnes LGBT, voilà, on va prendre ça en compte. Donc, il faut être très très convaincant dans la lettre de motivation et avoir un beau CV qui mette ça en évidence. Est-ce qu'on doit mentionner qu'on veut faire une thèse Oui, dans notre lettre de motivation? vous pouvez tout à fait le mentionner, oui. Je reviens sur les 2 semaines de stage, non, pardon, les 2 semaines en présentiel à Rennes dont vous avez parlé. Est-ce que c'est 2 semaines consécutives? Comment ça s'organise en fait quand on travaille, quoi? Ouais, c'est une semaine en novembre et une semaine en... Alors, une semaine en novembre et 3 jours en février. D'accord. 5 jours en novembre et 3 jours en février. Et alors, je propose de passer la parole à Enora parce que elle a une question, mais je suis pas sûr de bien la comprendre. Alors, Enora, du coup, vous pouvez baisser la main et allumer votre micro et on vous écoute. Oui, bonjour. Je souhaite faire un projet de mémoire qui consisterait à faire des recherches sur 2 ans, dans le sens où la première année, j'apporterai des questions et la deuxième année me nécessiterait de faire des conclusions de ce qui s'est passé la première année. Est-ce que ça veut dire que le premier mémoire de recherche doit être fini pour faire un autre projet de mémoire de stage le deuxième année si on fait un master M2 discrimination? Je ne sais pas si je suis très claire. Alors, les mémoires sont... De toute manière, le M1, le mémoire, il doit être fini à la fin du M1. C'est-à-dire que le mémoire, il ne va pas courir sur M1, M2. Il faut vraiment avoir un produit fini à la fin du M1. Donc, et c'est ça que vous allez nous présenter comme projet. Alors, en général, les gens qui vont faire corps et biopolitique, souvent leur mémoire de M2, c'est une poursuite de la réflexion. Mais vraiment, il faut que vous nous proposiez un projet faisable en un an. Et le mémoire ne peut pas se présenter sur description de la méthodologie et conclusion. C'est vraiment problématisé autour de grandes thématiques. Mais ça se travaille avec votre directeur ici. D'accord, merci. Avec plaisir. Du coup, je vous laisse recouper votre micro et nous avons Nishina qui a une question. On vous écoute. Merci. Moi, j'ai 2 questions. La première question, je voulais savoir si vous connaissez déjà une période précise pour faire le stage en M1. Est-ce que c'est plutôt en mars, en avril ou en mai, en juin? J'explique, ou plutôt, c'est assez flexible par rapport à l'université. Et la deuxième question, c'est par rapport au mémoire pour le M1. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule session, mais il y a 2 sessions, c'est-à-dire la possibilité de passer soit en juin ou plutôt en septembre? Tout à fait. Alors, pour la période de stage, c'est vous qui choisissez. Puisque voilà, les cours sont entièrement en ligne, donc vous vous organisez comme vous voulez. Si vous voyez que vous avez un stage en décembre, eh ben, ça veut dire qu'en octobre-novembre, vous bossez à fond les cours. Et puis, en décembre, vous vous consacrez à votre stage. Donc là, c'est vraiment vous qui vous organisez. Surtout que ça peut être un stage perlé. Par exemple, ça peut être tous les vendredis, vous allez dans une structure. Donc, nous, ce qui compte, c'est qu'à la fin, vous ayez le nombre d'heures demandées. Et oui, en effet, il y a 2 sessions. Donc, le mémoire, il peut être soutenu en juin pour la première session et fin août, début septembre pour la deuxième session. Et ça peut souvent faire la différence pour permettre de terminer le mémoire pour faire son année en un an. Tout à fait. Si ça vous convient, Nishina, vous pouvez du coup baisser la main si j'ai répondu à vos questions ou est-ce que vous vouliez réagir à nouveau? Super, merci Je peux beaucoup. dire, pardon, Madame Miga, je Oui. veux juste réagir un tout petit peu. Donc, pour la période de stage, mais ça doit en fait être dans une période jusqu'à fin juin de l'année scolaire, donc ça ne peut pas dépasser sur l'été, pour être une plus précision.
Si, bien sûr, parce qu'il y a aussi une session 2 pour le rapport de stage. Donc vous pouvez, ça peut dépasser sur l'été et vous rendez votre rapport de stage fin août. Voilà. Zoé, on vous écoute. Oui, bonjour. J'avais une petite question justement pour les stages, parce que j'imagine qu'il nous faudra une convention. Et je me demandais justement, est-ce que la convention, on la fera auprès de l'université d'Angers ou est-ce que, par exemple, si on est sur Rennes, vu que c'est un master interuniversitaire, est-ce qu'on se tourne vers l'université qu'on a choisie, par exemple, pour la bibliothèque ou des choses comme ça? Non, ce sera à l'université d'Angers. C'est vraiment nous qui centralisons tout ce qui est administratif. D'accord. Et j'avais une deuxième question. Ouais. Il me semble que dans la maquette du master, il est mentionné que c'est intéressant de faire une codirection pour notre mémoire, pour croiser les disciplines. Et du coup, je voulais savoir si on a eu un seul retour, par exemple, d'un directeur ou d'une directrice, mais qu'on n'a pas de retour d'une deuxième personne. Enfin, est-ce que on le mentionne juste dans notre dossier et puis, enfin, dans le sens où si on trouve que cette personne est vraiment importante pour notre sujet, c'est pas très grave si on n'a pas eu de retour avant la clôture de la candidature? Tout à fait, il faut vraiment vous indiquer vos démarches et puis, ce qu'on peut aussi faire, c'est que vous avez une personne qui vous a dit oui, qui va vous suivre, mais après rien ne vous empêche de demander au cours de l'année un ou plusieurs entretiens avec l'autre personne qui est spécialisée. Cette personne, elle est peut-être pas disponible pour vous accompagner sur tout le mémoire, mais si vous lui proposez une conversation d'1 heure, elle sera d'accord, pour discuter avec vous. Donc, il y a vraiment votre directrice, c'est la personne qui suit votre travail, qui suit le calendrier, qui vérifie que les méthodos sont en place. Mais ensuite, on peut se parler les unes aux autres sur, notamment, par exemple, je sais qu'en sociologie, il y a des méthodologies très, très précises. Bon, bah, peut-être qu'on a besoin de parler à une sociologue à un moment. Donc, voilà, oui, oui, on peut se parler entre nous. D'accord. Bah, je vous remercie. Ben, parfait. Du coup, je vous laisse baisser la main et je vois que Juliette a une question. Bonjour, déjà merci pour votre présentation. J'avais une petite question concernant les candidatures pour le projet de mémoire à proposer. Je voulais savoir si au niveau de l'état de l'art ou de la revue de littérature, à quel point on devait développer et surtout est-ce que je peux faire une bibliographie un peu prévisionnelle des différentes recherches qui me semblent intéressantes mais que j'ai pas encore pu explorer. Alors, rien ne vous empêche hein, de mettre une bibliographie à la fin de votre projet prévisionnel, mais à nouveau, nous, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que vous mentionnez dans votre raisonnement les textes incontournables sur la question. Ça va être déjà vraiment votre usage de vos références qui va nous intéresser de voir. Après, si ça vous rassure de rajouter une bibliographie à la fin, vous pouvez la rajouter, mais nous, on va lire votre texte et on va voir si déjà ça commence à être un peu fluide, l'usage de ces références. Ou si c'est un peu plaqué, voilà, biopolitique, ouf, voilà, je l'ai mis parce qu'il fallait citer. Donc, c'est vraiment ça qu'on commence à regarder. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, du coup, vous pouvez baisser la main. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que vous avez d'autres questions? Anaëlle, oui, on vous écoute. Oui, bonjour. En fait, je voulais juste vous demander par rapport à la liste de direction des mémoires, est-ce qu'on peut contacter des personnes, même si elles ne sont pas en lien à 100% avec le sujet, si on ne trouve pas exactement voilà, la personne et si le sujet reste bien sûr lié aux études de genre, mais peut être quand même un tout petit peu parfois plus spécifique quoi, et qu'on ne trouve pas forcément la bonne personne. Alors, dans ce cas-là, il faut que cette personne fasse partie d'une de nos 5 universités. Vous ne pouvez pas être dirigé par quelqu'un qui ne fasse pas partie de nos 5 universités. Donc, ça peut être quelqu'un qui jusque-là qu'on n'a pas listé, qu'on n'a pas identifié, qui ne travaille pas encore avec nous, mais il faut vraiment que cette personne fasse partie des 5 universités.
Sinon, ce que vous faites, vous choisissez quelqu'un qui soit dans votre discipline, soit relativement proche à votre sujet. Et ensuite, si vous repérez des chercheurs à Marseille, à Strasbourg, qui sont vraiment plus pointus, vous leur demandez des conversations. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il n'y a pas de prénom. Ricou Bouillet, on vous écoute. Oui, bonjour Christelle. Je me permets juste de vous demander où on peut trouver cette liste des enseignants Alors, qui c'est dans la brochure. Est-ce que vous avez bien reçu la brochure? Enfin, si, je ne sais pas si si vous allez dans le chat, oui, mon j'ai collègue le a... lien. Ouais, c'est Voilà. ça, j'ai le lien qu'il a partagé, mais j'ai regardé la page et je ne trouve pas cette fameuse liste. Alors peut-être. Alors, hop, je vais y aller en même temps. Alors, c'est sur la droite. Sur la droite, il y a un petit carré bleu avec un cœur et une flèche vers le bas. Ok, Vous tapez là, vous allez télécharger la plaquette de présentation de la formation d'accord. et c'est à la fin, Ok, super. la dernière page. Parfait. Bon, Très très bien, bien. merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, Nishina, vous aviez une question, on vous écoute. Merci, encore une fois. Oui. Je voulais savoir, si on passe à faire une codirection, on est censé écrire en fait, les personnes en fait, auxquelles on est intéressé séparément et vraiment et de préciser si on a un entretien avec cette personne-là, qu'on souhaiterait faire une codirection avec X ou telle personne. C'est plutôt la démarche à utiliser, d'écrire les personnes séparément. Exactement. Surtout que, soyons francs, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir une codirection dans le sens où nous sommes débordés de demandes de suivi de mémoire puisque nous enseignons tous, au-delà du master et sur l'étude sur le genre, nous enseignons tous aussi dans nos différentes disciplines. Donc, c'est vrai que nous, on préfère avoir une direction et peut-être une deuxième personne avec qui vous discutez de temps en temps, mais qui ne soit pas responsable de votre suivi, parce que sinon, tout simplement pour une question de disponibilité. Donc, ça n'est pas, et à nouveau, ça n'est pas problématique pour vous, puisque vous, ce qui vous importe, c'est l'expertise de cette personne. Donc, si vous pouvez lui parler, vous avez cette expertise, et cette personne peut être le deuxième membre de votre jury pendant votre soutenance aussi. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'en général, on cherche à avoir une personne pour diriger et ensuite on va discuter avec les autres personnes qui peuvent nous éclairer. La recherche, c'est quand même très collaboratif normalement. Est-ce que ça vous rassure ou en tout cas c'est plus clair? Ok. Oui, c'est plus clair pour moi. Merci beaucoup. Bon, on a encore un peu de temps devant nous s'il y avait d'autres questions, donc surtout n'hésitez pas. Oui, Elsa? Alors mettez votre micro. Oui, c'était juste pour avoir quelques précisions sur cette personne qui pourrait accompagner du coup le mémoire. Donc, est-ce que c'est possible qu'elle fasse pas partie des 5 universités? Oui, tout à fait. En Ouais. fait, en tant que chercheuse, vous allez discuter avec plein de gens de partout. Donc, si vous avez quelqu'un en Irlande qui est spécialiste de votre question, bah, vous allez faire un entretien avec cette personne. Pour le coup, voilà, cette deuxième personne, mais ça peut être 3-4 personnes avec qui vous avez envie de parler. Vous allez Ok. parler avec elles, elles vont éclairer votre projet. Mais vous, l'enjeu, c'est d'avoir une personne qui soit d'accord pour vous suivre sur l'administratif, le concret, la méthode. Ok, merci. Ouais, Anna? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, moi, je suis déjà en master 2 et je voulais savoir, pour accéder au master 2 des études sur le genre, combien vous aviez de places pour les nouveaux arrivants à peu près? Ça dépend vraiment des années. Donc ça, je ne peux pas vous donner de chiffres. Je peux vous dire qu'on a 20 places dans chaque parcours. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité puisqu'évidemment, ça va dépendre du nombre de personnes qui valident le M1. Donc vraiment, je peux pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est candidater, essayer, et puis ça dépend d'une année à l'autre. On a encore là des personnes en M1 qui là, à ce moment-ci de l'année, nous disent: ah ben finalement, je vais faire mon M1 en 2 ans. Donc vous voyez, on n'a pas encore de visibilité et cette visibilité, on l'aura assez tard. Ok, merci. Agnès?
Oui, bonjour. Est-ce que ça signifie que si les personnes actuellement en M1 ne valident pas leur première année et ne passent pas en M2, ça réduit le nombre de places accessibles en M1? Non, pas du tout. Ok. Pas Donc du vous tout. avez 40 places de toute façon On a 40 en places de M1. toute façon. Exactement. Ok, merci. Donc nos promotions en général sont en effet plus larges que 40 places, mais nous on accepte voilà, 40 personnes chaque année. D'accord, merci. Pardon. Oui. Anna, ouais, on vous écoute. Vous vouliez reposer une question, Anna? Oui, alors, je réfléchissais. Alors, du coup, moi, j'ai une approche plutôt socio. Est-ce que vous aviez des recommandations? Parce que je sais pas, je connais pas les enseignants du tout qui enseignent, et donc une recommandation pour les encadrants de mémoire qui auraient une approche socio. Alors, quand vous allez dans la plaquette du master, à la dernière page où il y a la liste des enseignants, leur spécialité, enfin leur discipline est indiquée. Donc, vous pouvez tout de suite identifier les sociologues qui interviennent dans le master et vous adresser à ces personnes. Ah, ok, merci. Vous l'avez la plaquette de présentation? Oui, j'avais regardé à peu près pour la présentation des cours, mais je pense que j'avais pas tout regardé pour voir leur spécialité. Voilà, allez à la dernière page et puis il y a aussi un lien vers un Google Doc où là, à chaque fois, il y a la discipline qui est bien listée, oui. Ok, merci. Aurélie? Bonjour. Je vous écoute. Je me demandais si, du coup, une fois qu'on avait fait le M1 donc avec vous, on avait un passage de droit, enfin, on était un peu prioritaire pour le M2, ou si on était de nouveau en concurrence avec tout le monde pour passer en M2. Non, le passage est de droit. Si vous validez le D'accord, M1 avec nous, vous passez de droit en M2. d'accord, merci beaucoup. Zoé? Oui, j'avais une question par rapport à la bibliographie et justement par rapport aux autres directrices ou professeurs du master qu'on pourrait contacter. Est-ce que si on a l'impression en faisant nos recherches sur notre sujet que il nous manque des éléments, est-ce qu'on a le droit de contacter justement des professeurs par rapport à la bibliographie en leur disant voilà mon sujet, voilà les lectures que j'ai pu avoir, mais j'ai l'impression que enfin, que j'ai des limites dans ma recherche. Alors, d'abord, pour vous rassurer, on est tout à fait au courant, surtout si vous sortez de licence, que vous êtes des débutants dans le domaine de la recherche. Donc, on ne s'attend pas à ce que ce soit complètement exhaustif. Nous, ce qu'on regarde, c'est si vous êtes déjà en mesure d'avoir identifié les personnes les plus importantes du champ dans lequel vous voulez travailler. Donc, on ne s'attend pas. En plus, votre sujet, quand vous aurez votre directrice, va évoluer en discussion avec cette personne qui elle-même va vous pousser vers telle ou telle direction. Vous pouvez tout à fait contacter des professeurs et des maîtres de conférences, mais je vois qu'on est déjà le 5 et que ce n'est pas sûr que les personnes vous répondent dans les temps. Donc, faites bien avec ce que vous avez et ce sera, voilà, ce sera déjà très bien. D'accord, merci. Et justement, en lien avec notre parcours, si par exemple on n'a pas déjà fait des entretiens euh, euh, dans le cadre d'un mémoire, est-ce que dans l'évaluation du projet de recherche, même si on dit qu'on a la volonté de faire des entretiens, si on n'a pas justement encore tout à fait la bonne méthodologie, est-ce que c'est pénalisant ou au contraire, vous comprenez selon notre parcours? Eh bien, dans ce cas-là, si en effet vous avez un parcours, je ne sais pas, de juriste et que vous nous dites que vous voulez faire des entretiens semi-directifs, dans ce cas-là, ce serait une bonne idée de chercher des ouvrages qui expliquent comment faire des entretiens et de nous dire, j'ai déjà identifié cet ouvrage et je vais donc pouvoir me former aux entretiens par cet ouvrage. Ça nous montre que, D'accord. voilà, déjà concrètement, vous avez une idée de là où vous allez. Et puis, c'est bien, vous avez une idée des méthodologies que vous n'avez pas encore, mais vous savez où aller pour les acquérir. Ça, c'est plutôt convaincant. D'accord. Merci. Alors, nous avons Clément qui veut nous poser une question.
Bonjour. Bonjour. Je me demandais par rapport au projet de recherche, est-ce qu'il est possible de changer d'orientation au moment de l'entrée en M1, enfin tout le long du M1? Est-ce qu'on peut changer de projet de recherche en cours de l'année? Alors en cours de l'année, non. Nous, on va vous sélectionner sur votre projet de recherche. Donc l'idée, c'est que ce projet-là, vous ayez vraiment envie de le faire. Après, ce qui se passe, comme je le disais, vous avez votre premier entretien avec votre directrice et là, ça va modifier votre projet de recherche. Parce que la personne va pouvoir vous dire: «Bah non, ça a déjà été fait, allons par là» ou en discutant, vous allez dire: «Ah bah finalement, c'est plutôt tel aspect qui m'intéresse» parce que vous rédigez un projet de recherche en mars et puis vous allez commencer à travailler en septembre-octobre, donc vous avez pu évoluer entre-temps. Mais l'idée n'est pas de changer du tout au tout puisqu'on vous aura admis sur un projet de recherche qui nous paraît faisable et qui peut être dirigé par, notre équipe aussi. On admet des projets de recherche qu'on peut diriger. Par contre ensuite, vous avez fait votre M1, sur un sujet et puis après vous avez découvert autre chose et le M2 vous voulez le faire sur complètement autre chose, ça c'est tout à fait possible. D'accord. Merci. Je vous en prie. OK, du coup vous pouvez baisser la main Clément si voilà. Alors, je vous laisse baisser la main, Clément, comme ça on peut. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions? OK, bah, ça a l'air tout bon, donc parfait et puis de toute manière, vous pouvez me contacter. Vous voyez mon nom sur la vignette, donc c'est Nolwenn Mingan@univ-angers.fr, donc vous pouvez m'envoyer un petit mail avec, s'il y a des questions qui arrivent ensuite, il faut pas hésiter, hein. Mon rôle, c'est de vous écrire et si vous êtes en situation de reprise d'études, de toute manière, il faut tout de suite contacter, Marie-Laure Bagnot qui va vous accompagner dans votre dossier. Est-ce que c'est bon pour toutes les personnes présentes? OK, bah, je vous remercie, bah, déjà de votre intérêt pour notre master, d'être venu à cette réunion qui j'espère va vous être utile et et on a hâte, de lire vos dossiers et de voir tous les projets de recherche que vous allez nous proposer. Du coup, bah, je propose de clore cette réunion et puis de vous libérer. Je vous souhaite une très, très bonne après-midi. Au Merci revoir. beaucoup.